Je m'appelle Marguerite Dubois. J'ai 68 ans, infirmière à la retraite. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que ma plus grande réussite était d'avoir élevé seule ma fille, unique Mélissa, après le décès de son père. J'ai passé des décennies debout, à soigner des patients durant de longues nuits, puis à rentrer à la maison pour retrouver une petite fille qui dépendait de moi pour tout. J'ai construit une vie pour nous, stable et modeste, mais remplie de ce genre d'amour que je pensais inébranlable. Jusqu'au jour où Mélissa m'a appelée et d'un seul souffle a balayé tout cela. Je m'en souviens si clairement. La lumière de fin d'après-midi tombait sur ma cuisine, touchant la tasse en porcelaine ébréchée qui avait appartenu à ma mère. J'allais me verser une tasse de thé quand le téléphone a sonné. Son nom s'est allumé sur l'écran et j'ai souri sans réfléchir. Cela faisait 2 semaines que nous ne nous étions pas parlé. Quand j'ai répondu, sa voix était sèche, presque récitée. « On est déjà mariés, maman. Seules les personnes qui comptent vraiment étaient invitées. Envoie juste les clés de la maison de la plage et arrête de faire tout un plat. » Je me suis figée. Mes doigts se sont resserrés sur l'anse de la tasse, jusqu'à ce que je craigne qu'elle ne se brise dans ma main. Les mots ont pénétré lentement, plus lourds que tout ce que j'avais jamais soulevé pendant mes années d'infirmière. Déjà mariée, seules les personnes qui comptent vraiment envoient les clés. Arrête de faire tout un plat. Chaque phrase atterrissait comme une petite pierre, construisant un mur entre nous si rapidement que j'avais à peine le temps de reprendre mon souffle. Je pouvais entendre de faibles rires en arrière-plan. Pas le sien, mais celui d'un homme. Adrien, son nouveau mari, bien que Huel ne m'ait pas dit que son nom porterait ce titre avant cet instant. Je n'ai rien dit. Le silence de mon côté s'était tiré, assez longtemps pour qu'elle soupire avec impatience. « Maman, s'il te plaît, envoie juste les clés avant vendredi. On compte utiliser la maison de la plage pour notre lune de miel. Tu sais, pour économiser. C'est logique. » La maison de la plage, à Cap-aux-Mouettes, le seul endroit qui renfermait les étés de son enfance. L'odeur d'eau salée et de crème solaire. Le yunnya, son de son rire poursuivant les mouettes le long du rivage. Un lieu que j'avais lutté pour conserver dans notre famille, même lorsque les factures s'accumulaient plus haut que je ne pouvais les payer. Cette maison était notre ancre. J'ai posé la tasse sur le comptoir, fixant sa minuscule fissure le long du bord. J'ai pensé au matin où Mélissa s'asseyait à la table de la cuisine, balançant ses jambes, en mangeant ses tartines avant l'école. J'ai pensé à la promesse qu'elle avait faite à 12 ans, pieds nus dans le sable, disant qu'elle se marierait, juste là, avec des guirlandes lumineuses tendues entre les dunes et l'océan derrière elle. Maintenant, elle voulait les clés sans moi, sans même me dire qu'elle était mariée. J'ai finalement parlé, ma voix calme, posée, comme si je lisais un dossier dans un service hospitalier. « Je vois. Félicitations, c'est tout. Tu n'es pas fâchée ?» demanda-t-elle, un soupçon de méfiance dans sa voix. J'ai souri, bien qu'elle ne puisse pas le voir. « Non, ma chérie, si c'est ce qui te rend heureuse. » Elle a semblé soulagée, même un peu suffisante. « Bien. Alors envoie juste les clés et je m'en occuperai. » J'ai coupé court, toujours calme. Nous avons échangé quelques mots plus formels avant de raccrocher. Je suis restée là, longtemps, le silence de l'art, à cuisine m'oppressant de tous côtés. Mes mains se sont de nouveau enroulées autour de la tasse, son poids familier me ramenant à la réalité. Puis, quelque chose a changé en moi. Une infirmière sait quand une blessure a besoin de points, de suture plutôt que d'un simple pansement. Et je savais sans l'ombre d'un doute que cette blessure entre nous avait été soigneusement créée, cultivée par quelqu'un qui voulait que je disparaisse de sa vie, ou du moins de ses propriétés.
3 jours plus tard, je me tenais devant son immeuble. Le vent était vif, portant l'odeur de la pluie. Dans mes mains se trouvait une boîte argentée, soigneusement emballée, nouée d'un ruban blanc immaculé. À Tossat, l'intérieur se trouvait mon cadeau de mariage. Un portefeuille en cuir rempli de documents qui racontait une vérité qu'Adrien avait espéré ne jamais voir atteindre les yeux de Mélissa. J'ai posé la boîte avec précaution. Eussions devant leur porte. J'ai sonné une fois et je suis partie sans me retourner. J'avais à peine atteint ma voiture quand une voix a fendu l'air derrière moi. Une voix d'homme, aiguë, furieuse. « C'est quoi ce bordel ?» Elle s'est transformée en un hurlement qui n'a pas cessé. Je me suis glissée dans le siège du conducteur. J'ai démarré le moteur et je suis partie. Le son de sa rage me poursuivant dans la rue. Mes mains étaient stables sur le volant. Pour la première fois depuis des mois, je sentais ma vieille force revenir. Ni bruyante, ni ostentatoire, mais certaine. Certaines blessures nécessitent plus que le silence. Elles ont besoin de la vérité. Et je venais de la livrer à leur porte. Le son de ses cris résonnait encore faiblement à mes oreilles, alors que je rentrais chez moi, ce jour-là. Mais le bourdonnement régulier de la route a commencé à m'emporter ailleurs, loin de l'odeur hache, humide du couloir de leur appartement. Dans mon esprit, j'étais de retour à Cap-aux-Mouettes, par un après-midi d'été, quand Mélissa avait 12 ans. Le ciel avait été d'un bleu impossible cette année-là. Le genre de bleu qui donnait à l'océan l'air d'être cousu, directement dessus. Je la vois encore pieds nus, les cheveux ébouriffés et emmêlés par des heures de course le long du rivage. Elle tenait à la main un seau jaune délavé, à moitié rempli de coquillages qu'elle jugeait trop parfaits pour être laissé derrière. Son rire était porté par la brise, vif et clair, comme le cri des mouettes au-dessus de nos têtes. Je me souviens m'être tenue au bord de la terrasse, une tasse de chocolat chaud me réchauffant, les mains, la regardant poursuivre les vagues qui se retiraient, jusqu'à ce que ses pieds soient engloutis par le flot écumant. Cette maison de la plage était plus qu'un bâtiment pour Noous. C'était la toile de fond de son enfance, la scène de chaque rituel estival que nous avions créé ensemble. Il y a un soir en particulier qui me revient toujours. La journée avait été chaude, le genre de chaleur qui fait coller le sable obstinément à la peau. Après le dîner, Mélissa avait tiré une vieille couverture sur la terrasse pour que nous puissions regarder le coucher de soleil. L'océan avait pris une teinte cuivrée profonde, reflétant la dernière lumière du jour. Elle s'était assise en tailleur à côté de moi, sirotant son chocolat chaud dans une tasse en porcelaine qui avait appartenu à ma mère. Elle était trop grande pour ses mains à l'époque, alors elle la tenait précieusement, buvant lentement. Cette tasse a une petite ébréchure sur le bord, près de l'anse. Ma mère me l'avait donnée quand j'ai emménagé, dans mon premier appartement, me disant que certaines choses sont faites pour durer si on les traite avec assez de douceur. Je l'ai emportée avec moi à travers des années de cuisine, exiguë et de garde de nuit tardive, à travers la joie et la déception. Et dans la maison de Stutson, la plage où Mélissa a grandi. D'une manière ou d'une autre, elle a survécu à chaque déménagement, à chaque choc involontaire, sauf à cette unique petite ébréchure. Un rappel que même les choses les plus solides peuvent être marquées par le temps. Mélissa l'appelait la tasse porte-bonheur. Elle la choisissait plutôt que n'importe quelle autre tasse, dans le placard, même quand je lui disais que ce n'était pas pratique. Elle prétendait que le chocolat avait meilleur goût dedans, que cela rendait la boisson spéciale. Je n'ai jamais discuté. Voir ses petites mains serrer ce délicat morceau de l'histoire de notre famille me remplissait d'une fierté tranquille.
Ce soir-là, sur la terrasse, le s'est appuyé contre moi et a dit « Quand je me marierai, je veux que ce soit ici, maman, pieds nus sur le sable avec des guirlandes lumineuses et de la musique. Et après, on s'assiera ici et on boira du chocolat chaud dans la tasse porte-bonheur. » J'avais souri, écartant les cheveux humides de son front. « Ça semble parfait, ma chérie. » À l'époque, je croyais que des promesses comme celle-là pouvaient garder leur forme pour toujours. Je ne savais pas avec quelle facilité quelqu'un pouvait arriver et les plier, les tordre en quelque chose d'inconnaissable. Maintenant, toutes ces années plus tard, la tasse est posée sur le même comptoir de cuisine où je me tenais quand Mélissa appelait pour me dire qu'elle était déjà mariée, que seules les personnes qui comptaient vraiment avaient été invitées et qu'elle voulait que je lui envoie les clés de la maison de la plage par la poste. Quoi? Quand je l'ai regardée, après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'elle avait survécu à tout le reste. Les amis sont venus et repartis. Les saisons ont changé. Même ma carrière a pris fin. Mais la tasse demeure, marquée, imparfaite, et toujours là. La maison de la plage m'a toujours fait penser à cette tasse. Elle porte les marques du temps. Les balustrades usées par les intempéries, la légère odeur de sel dans le bois, le grincement de la 3e marche menant à la terrasse. Pourtant, elle a tenu bon à travers les tempêtes, à travers les années où je n'étais pas sûre de pouvoir la garder. Elle a été un refuge pour nous deux, la seule constante vers laquelle nous pouvions toujours revenir. C'est pourquoi l'idée de l'avoir entre les mains d'Adrien, dépouillée de son histoire, réduite à une valeur immobilière, éveille en moi quelque chose que je ne peux ignorer. Il ne comprend pas que la valeur de cette maison ne se compte pas en euros. Ses murs connaissent nos rires. Ses planchers ont senti nos pieds nus. Ses fenêtres ont encadré la vue de chaque rêve que Mélissa a jamais osé formuler à voix haute. J'ai repris la tasse dans mes mains ce soir-là, passant mon doigt sur les bréchures. Certaines choses valant la peine d'être protégées, même si l'on doit le faire discrètement. Même si cela signifie renoncer à ce que l'on pensait devoir durer. Pour sauver la partie qui peut encore l'être. Cette nuit-là, alors que le vent de l'océan faisait vibrer les fenêtres, je savais que la maison de la plage et la tasse porte-bonheur ne seraient pas abandonnées si facilement. Le souvenir de cette première rencontre avec Adrien me revient à l'esprit chaque fois que je pense à la façon dont tout a commencé à changer. C'était à la fin de l'automne, le genre d'après-midi frisquet où l'air sent les germes, en la fumée de bois. Je venais de sortir un gratin du four quand j'ai entendu le crissement des pneus sur l'allée de gravier. Mélissa avait appelé plus tôt, la voix pétillante d'excitation. Elle amenait quelqu'un de spécial pour le dîner. Quand ils sont entrés, j'ai été accueillie par la vue d'un grand homme dans un costume anthracite qui semblait plus approprié pour une salle de conseil d'administration que pour mon confortable salon. Les cheveux d'Adrien étaient parfaitement coiffés. Ses chaussures polies jusqu'à un éclat miroitant et son sourire. Son sourire était large et facile, mais il y avait quelque chose qui semblait étudié, comme s'il s'était tenu devant un miroir, jusqu'à ce qu'il soit parfait. « Madame Dubois », dit-il chaleureusement, tendant la main avant même que Mélissa ait eu la chance de nous présenter. « C'est un honneur. Mélissa m'a tant parlé de vous. » Sa poignée de main était ferme, délibérée, le genre que l'on attend d'un vendeur, scellant un accord. J'ai remarqué son eau de Cologne, chère, vive, presque trop affirmée, pour un si petit espace. Mélissa rayonnait entre nous, inconsciente de ma subtile pose avant que je ne lui rende sa poignée de main. Nous sommes passés au salon, le feu crépitant dans l'âtre. Le regard d'Adrien a parcouru la pièce d'une manière qui était polie en
surface, mais je l'ai ressenti comme un balayage, un inventaire. Ses yeux se sont posés sur la bibliothèque, l'horloge ancienne, les photographies encadrées. Puis il l'a vue, la grande toile imprimée de la maison de la plage à Cap-aux-Mouettes, prise au coucher du soleil. Ouma s'est approché, les mains jointes derrière le dos. « C'est magnifique », dit-il, le ton désinvolte. Mais ses yeux s'attardèrent juste une seconde de trop. « Vous y allez souvent ?»« En chaque été, ai-je répondu. Ma voix égale. Elle est dans la famille depuis des années. Mélissa a enchaîné rapidement, sa voix pleine d'affection. On y a passé tous. Nos étés, maman et moi. Les meilleurs souvenirs de ma vie. Adrien a souri à ces mots, mais quand il a regardé à nouveau la photographie, j'ai surpris quelque chose vaciller dans son expression. Pas de la nostalgie, pas de l'admiration, quelque chose de plus proche du calcul. C'était parti en un instant, remplacé par ce charme poli. Nous nous sommes assis pour dîner. La table était dressée avec ma vieille porcelaine. Adrien a complimenté la nourriture avant même d'y avoir goûté, puis s'est lancé dans une série de questions, réfléchi sur ma carrière d'infirmière, mes années à élever Mélissa seule, et l'histoire du village. Il riait au bon moment, hochait la tête avec juste ce qu'il fallait d'intérêt. Si je l'avais rencontré comme un étranger dans un cadre social, j'aurais pu le trouver parfait. Mais je connais les gens. Des années dans les couloirs d'hôpitaux vous apprennent à lire les visages, à déceler les signes subtils, que les mots de quelqu'un ne correspondent pas tout à fait à ses yeux. Les yeux d'Adrien étaient au vif, trop vifs. Ils se dardaient sur Mélissa quand elle parlait comme pour mesurer sa valeur, puis revenaient sur moi, évaluant quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. À un moment donné, alors que Mélissa était dans la cuisine pour chercher le dessert, Adrien s'est adossé à sa chaise et a laissé son regard vagabonder à nouveau. Il s'est arrêté sur le buffet où je gardais un petit cadre avec une photographie de ma mère et moi sur la terrasse de la maison de la plage. Il l'a pris sans demander, le tournant légèrement vers la lumière. « Ce doit être un endroit spécial, » dit-il, doucement, presque pour lui-même. « C'est le cas, » ai-je répondu, ma voix posée mais froide. C'est là que nous avons célébré chaque étape importante de notre famille. Mes beaux yeux ont croisé les miens alors, et pendant un bref instant, j'ai eu l'impression que nous parlions de quelque chose de complètement différent. Mélissa est revenue qu'avec 2 assiettes de tarte aux pommes et un sourire fier. Et tout ce qui s'était passé entre nous s'est dissous sous le poids de son bonheur. Elle regardait Adrien comme elle regardait autrefois l'océan depuis le porche de la maison de la plage, comme si rien ne pouvait jamais la blesser. J'ai ravalé l'envie de lui demander pourquoi il s'intéressait tant à une maison où il n'était jamais allé. Je me suis dit de ne pas gâcher sa soirée, de ne pas semer le doute dans un cœur si clairement emporté par l'espoir. Au lieu de cela, je l'ai interrogé sur son travail. Écouta, alors qu'il parlait d'investissement et de portefeuille client, avec une confiance aisée. Quand ils sont partis ce soir-là, Adrien m'a de nouveau serré la main, me remerciant pour le repas. « Vous devez être si fier de Mélissa, » dit-il chaleureusement. « Je le suis, » ai-je répondu. Et je le pensais. Mais en fermant la porte derrière eux, je suis restée près de la fenêtre, les regardant marcher vers la voiture. Adrien lui a ouvert la portière passager, mais même en lui souriant, ses yeux se sont tournés une dernière fois vers la maison, vers la photographie encadrée sur le mur juste à l'intérieur. C'était la première fois que je ressentais la faible ondulation de quelque chose sous la surface. Je ne savais pas alors à quelle profondeur cela irait, ni jusqu'où Adrien n'était prêt à s'immiscer dans nos vies. Mais j'en savais assez pour garder les yeux ouverts et ma bouche fermée, pour
l'instant. Les semaines qui ont suivi ce dîner se sont écoulées tranquillement, comme si quelqu'un avait déplacé les meubles de nos vies d'1 centimètre sur la gauche. J'ai remarqué une inclinaison plutôt qu'un fracas. Mélissa appelait encore à l'heure du déjeuner. Mais les conversations se resserraient, ses yeux rivés sur l'horloge. Le premier signe indubitable est apparu un mercredi. Adrien pense que nous devrions faire de notre relation une priorité. Il dit que les couples s'en sortent mieux quand ils construisent leur propre routine, dit-elle, visant le ton désinvolte alors que son souffle se coinçait. Je lui ai dit que je comprenais. Je ne voulais pas être le genre de mère qui s'accroche si fort que l'amour ne peut plus respirer. Ce week-end-là, elle a envoyé un SMS au lieu d'appeler. Occupée avec le dîner de travail d'Adrien. On se parle bientôt. On se parle bientôt est devenu on se parle plus tard. On se parle plus tard est devenu un silence qui s'étirait comme une musique lointaine. 1 mois a passé. Elle a appelé avec la cadence d'une note mémorisée. Maman, on a parlé des limites familiales. C'est plus sain si je gère mon stress avec mon partenaire. On devrait essayer de moins s'appeler pendant un moment. Elle a fait une pause, écoutant une autre pièce. J'ai entendu la voix d'Adrien modeler l'air autour d'elle. J'ai pris une inspiration qui avait le goût de la mer au début du printemps. Si c'est ce dont tu as besoin, ma chérie. Ce n'est pas permanent, dit-elle rapidement. Juste le temps de nous recalibrer. Recalibrer! Le mot sonnait clinique, comme si notre lien était une machine à régler. Après l'appel, j'ai tracé les bréchures de la tasse avec mon pouce et posé la question. Qui maintient une mère honnête? Est-ce que je m'accroche trop fort ou est-ce que quelqu'un est en train de me forcer la main? Le schéma s'est renforcé. Les conversations du dimanche sont devenues des nouvelles en milieu de semaine. Puis elles ont glissé à 1 fois toutes les 2 semaines. Quand elle appelait, j'entendais un autre rythme sous sa voix, comme des pas dans un couloir. Elle me parlait des dîners de promotion d'Adrien, des obligations d'Adrien, des voyages de réseautage d'Adrien. Chaque histoire le plaçait au centre du cadre. Un soir, j'ai conduit jusqu'à la ville avec une marmite de soupe au poulet parce qu'elle avait envoyé un SMS disant qu'elle était malade. Je me suis tenue sur le trottoir et j'ai sonné à son interphone. Elle est descendue avec une écharpe et un sourire, prudent. « Tu aurais dû appeler avant, » dit-elle. « Adrien se repose et il a besoin de calme. Je serai rapide. J'ai apporté de la soupe. C'est gentil. Mais il veut que je gère mes propres soins. Nous travaillons sur l'indépendance. La prochaine fois, laisse-la juste à la porte. » Je lui ai tendu le récipient. Nos doigts se sont touchés. Elle a sursauté comme si la chaleur l'avait mordue. Je voulais dire que l'indépendance et l'isolement sont des cousins qui s'habillent de la même manière. J'ai ravalé ma phrase. Elle m'a embrassé sur la joue, a murmuré des remerciements et a disparu. Sur le chemin du retour, je me suis disputée avec moi-même. Peut-être que je me suis trop appuyée sur elle après la mort de son père. Peut-être que notre proximité est devenue un abri qui l'a empêchée de construire ses propres murs. Ou peut-être que quelqu'un dessinait ses murs autour d'elle, brique par brique, et appelait cette enceinte de l'amour. Le doute me semblait moral, comme si une bonne mère devait prendre du recul, peu importe la douleur. Elle et conseils d'Adrien sont bientôt arrivés directement. Il a appelé un après-midi depuis le téléphone de Mélissa, raisonnable et suave. « Madame Dubois, vous avez élevé une femme extraordinaire. Je veux protéger ce que vous avez construit. La meilleure façon est de l'aider à devenir pleinement indépendante. Moins de contact quotidien nous donnera de l'espace pour grandir. » Son ton était du satin sur de la pierre. Je l'ai remercié de se soucier d'elle.
Je n'ai ni accepté ni refusé. Après avoir raccroché, j'ai écouté la maison respirer. Les lattes du plancher répondaient par de petits clics. L'horloge marquait le temps sans drame. Mon silence n'était pas une reddition. C'était la posture d'une sentinelle. Les appels se sont encore espacés. Un mois s'est écoulé. Quand le téléphone a finalement sonné, j'ai failli le manquer. Mélissa semblait formelle. Nous serons avec la famille d'Adrien Perret. Howard les fête. Il est important pour nous d'établir des traditions. J'ai regardé la photographie de la maison, de la plage au coucher du soleil. L'eau avait la couleur du cuivre. L'horizon était une ligne, calme. J'ai dit que j'espérais qu'il passerait un merveilleux moment. Puis j'ai posé la tasse à côté de la bouilloire et j'ai regardé la vapeur monter. Dans le silence, j'ai posé la question la plus difficile. Si ma présence menace son bonheur, devrais-je m'effacer pour son bien? Ou est-ce que l'amour exige parfois de rester en place pour que le phare continue de briller quand un navire perd ses repères? Je ne connaissais pas la réponse. Je savais seulement que la lumière devait être maintenue allumée. D'ici là, je garderai la veille, aussi constante que la marée à la tombée de la nuit. C'est arrivé un samedi matin gris, au début du mois de mars. J'étais dans la cuisine, la boule Wharf redonnant sur la cuisinière, quand mon téléphone a vibré avec une notification. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à une alerte météo ou à un message de Jeanne, ma plus vieille amie. Au lieu de cela, c'était une publication Facebook d'une des amies d'université de Mélissa. L'image a rempli l'écran. La main de Mélissa tendue vers l'appareil photo, un diamant captant la lumière, comme un éclat de glace. En arrière-plan, flou, le bras d'Adrien entourait sa taille. La légende disait « Il a demandé ». J'ai dit oui. Hâte de commencer l'éternité. Il y avait déjà des dizaines de j'aime, une cascade de félicitations. Pendant un moment, j'ai simplement fixé l'image. Les bords du téléphone semblaient proies dans ma main. J'ai vérifié la date, publiée il y a 1 heure. Pas d'appel, pas de SMS, pas un murmure de cela de la part de ma fille. J'ai parcouru les commentaires, chercha, noté une mention de moi. Un signe que c'était peut-être une blague ou une photo mise en scène. Il n'y avait rien. J'ai composé son numéro avant que mon thé n'ait eu le temps d'infuser. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix essoufflée et légère. « Maman, j'allais t'appeler ce matin. »« Mélissa, » ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. « Je viens de voir ta publication. »« Oh, ça !» a-t-elle ri. « C'est arrivé hier soir. Adrien m'a fait la surprise dans notre restaurant préféré. Ses parents étaient si ravis qu'ils ont tout de suite commencé à organiser un dîner de fiançailles. »« Un dîner de fiançailles ?» ai-je répété. « Quand est-ce ? » ?»« Samedi prochain, » dit-elle rapidement. « C'est juste un petit rassemblement, hein? La famille proche et quelques amis intimes. Je suppose que je devrais prévoir de descendre vendredi soir alors, » ai-je dit, imaginant déjà la route. « Il y a Eoune, » pause. Puis sa voix s'est adoucie, comme si elle expliquait quelque chose de délicat à un enfant. « Maman, c'est vraiment pour la famille d'Adrien. Sa mère a des traditions très spécifiques. Elle voulait que ça reste dans leur cercle. » J'ai agrippé le bord du comptoir, donc je ne suis pas invitée. « Ce n'est pas ça, » a-t-elle insisté. « On fera quelque chose. Que spécial, juste nous 3. Bientôt. » Bientôt, un mot sans date de calendrier, sans engagement. Je lui ai dit que je comprenais, je lui ai souhaité du bonheur. Et j'ai mis fin à l'appel avant que ma voix ne me trahisse. Plus tard dans l'après-midi, Jeanne est passée. Elle avait l'habitude de débarquer à l'improviste, généralement avec une boîte de biscuits ou
un pot de confiture. Aujourd'hui, elle avait apporté les deux. Elle m'a trouvée à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert sur cette même photo, de la main de Mélissa. « Je suppose que tu l'as vue, » dit-elle en se glissant sur la chaise en face de moi. J'ai hoché la tête. Elle a appelé après que je l'ai fait. Elle a dit que le dîner est réservé à sa famille. Des traditions, apparemment. Les yeux de Jeanne se sont plissés, comme ils le faisaient quand elle repérait une erreur de facturation. « Marguerite, ce n'est pas normal. Tu es sa mère. Les traditions ne sont pas... Tu as ta place à cette table. » Elle dit que nous aurons notre propre célébration. Ai-je murmuré, bien que les mots s'aient semblé creux. Jeanne a tendu la main et a touché la mienne. « Tu as été là pour chaque grand moment de sa vie. C'est le premier pour lequel on te dit de rester à l'écart. Ce n'est pas une coïncidence. » Je voulais argumenter, défendre le choix de Mélissa, prétendre que ce n'était rien de plus qu'un malentendu. Mais Jeanne me connaissait depuis mes 21 ans. Elle m'avait vue traverser la perte de mon mari, les nuits de garde double, chaque genou écorché et chaque spectacle d'école de Mélissa. Elle pouvait lire la vérité dans mes yeux, avant même que je ne dise un mot. La mère d'Adrien ne me connaît pas, ai-je dit finalement. Peut-être qu'elle pense faire ce qui est hors le mieux. Ou peut-être qu'Adrien sait exactement ce qu'il fait, a contré Jeanne. Tu as dit qu'il était intéressé par la maison de la plage. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai fixé la tasse ébréchée à côté de moi. C'est trop tôt pour penser au pire. Jeanne n'a pas insisté, mais son silence était plein de prudence. Elle avait élevé 2 fils et elle reconnaissait les signes d'influence quand elle les voyait. Mata garde juste les yeux ouverts. Marguerite. L'amour rend les gens aveugles. Pas seulement ceux qui sont dedans, mais aussi ceux qui regardent de l'extérieur. Cette nuit-là, je me suis assise près du feu avec la photo brillant toujours sur l'écran de mon téléphone. Le diamant scintillait comme s'il pouvait effacer toutes les ombres. Le sourire de Mélissa était sincère, ses yeux brillants. Je voulais la figer dans ce bonheur, croire que le bras d'Adrien était une promesse et non une possession. Mais les mots de Jeanne persistaient. C'était la première célébration que l'on me demandait de manquer. Et s'il y a une première, il y a souvent une seconde. J'ai siroté mon thé dans la tasse porte-bonheur, son ébréchure pressée contre ma lèvre, et je me suis demandé combien de moments supplémentaires seraient étiquetés. Pas pour toi. Le premier Noël sans elle a commencé par un appel téléphonique qui a duré moins de 2 minutes. C'était début décembre, l'air extérieur cassant de gel. La voix de Mélissa était « Joy, use, presque pressée. Maman, à propos de Noël, la famille d'Adrien a cette tradition. Tout le monde se rassemble dans le chalet de ses parents, en Savoie. Ils passent toute la journée, semaine ensemble, du réveillon de Noël au Nouvel An. C'est vraiment important pour eux. » Je me suis appuyée contre le comptoir de la cuisine, tenant le téléphone plus près de mon oreille. « Donc tu ne viendras pas ici ?»« J'aimerais pouvoir être à 2 endroits à la fois, » dit-elle rapidement. « Mais Adrien pense qu'il est important que nous commencions notre vie, de marier avec ses traditions. Tu comprends, n'est-ce pas ?» J'ai ravalé la piqûre. « Bien sûr, les traditions sont importantes. » Elle m'a remerciée, a promis d'appeler le matin de Noël et a raccroché. Je suis restée longtemps dans la cuisine silencieuse, le son du vent dehors, grattant faiblement contre les fenêtres. Cette année-là, la maison sembla plus grande que d'habitude. J'ai quand même monté le sapin dans le salon, ses lumières projetant de douces lueurs sur les murs. J'ai décoré la cheminée avec les mêmes ornements que Mélissa déballait depuis son enfance. De minuscules bonshommes de neige en verre,
un ensemble de reines en bois sculpté, et l'ange qu'elle avait toujours insisté pour mettre tout en haut. Il semblait tous les mêmes, mais sans son rire et la musique en arrière-plan, l'éclat semblait plus terne. Le soir de Noël, j'ai allumé un feu dans l'âtre. Les flammes crépitaient, remplissant la pièce de cette profonde odeur résineuse de pain brûlé. Je me suis assise dans mon vieux fauteuil, la tasse porte-bonheur chaude entre mes paumes. La vapeur du thé montait, un ruban de chaleur contre mon visage. Mon pouce a tracé les bréchures sur le bord, l'encoche, familière que ma mère avait autrefois appelée une marque de survie. Le silence était différent du calme que j'avais connu les années passées, quand Mélissa était allée se coucher et que j'étais restée éveillée pour regarder les braises s'éteindre. C'était un silence, plus lourd, le genre qui s'installe sur vous et vous fait prendre conscience de chaque craquement du plancher, de chaque faible soupir du vent dans la cheminée. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai imaginé les Noëls que nous avions partagés ici. Mélissa en pyjama de flanelle, les cheveux en désordre de sommeil, déchirant son bas de Noël. La façon dont elle se blottissait à côté de moi sous une couverture, un chocolat chaud à la main, regardant la neige tomber par la fenêtre. Nous deux chantant des chants de Noël avec des voix que nous n'avions jamais pris la peine d'accorder. C'étaient les traditions qui nous avaient tenus au chaud. Non pas parce qu'elles étaient élaborées, mais parce c'étaient les nôtres. Maintenant, elle était dans un chalet à des centaines de kilomètres, entourée de gens qui ne connaissaient pas l'odeur de notre cuisine le matin de Noël, ni la façon dont la lumière tombait à travers la fenêtre de la salle à manger, sur une table dressée pour deux. Le feu a bougé, projetant une étincelle qui a atterri sur la pierre du foyer et s'est éteinte. Je l'ai regardée disparaître. La tache sombre qu'elle a laissée derrière elle, encore faiblement rougeoyante. Et cela m'a frappée alors, la pensée si claire que c'était comme si quelqu'un l'avait chuchotée à haute voix. Certaines traditions vous tiennent chaud. D'autres, elles, s'éteignent tout simplement. J'ai posé la tasse sur la table d'appoint et j'ai attrapé la petite boîte de photographie que je gardais près du foyer. À l'intérieur se trouvaient des photos de notre premier Noël dans la maison de la plage à Titsjok, près que j'avais réussi à la racheter à un parent éloigné qui était prêt à vendre. Mélissa avait 7 ans sur ces photos. Ses joues rougies par le jeu dehors, ses bras enroulés autour de moi dans un câlin qui m'a presque renversée. Je me suis souvenu du soulagement de savoir que j'avais sauvé un endroit où nous pouvions appartenir. Cette année, ce sentiment d'appartenance semblait plus fragile. Les traditions de la famille d'Adrien avaient pris le dessus, et je ne pouvais pas dire si Mélissa s'adaptait ou disparaissait. La pensée pesait lourdement sur ma poitrine. Mais je me suis rappelé la tasse ébréchée, comment elle avait survécu au déménagement, aux accidents, aux années d'utilisation. Peut-être que nos traditions pouvaient survivre aussi, même si elles changeaient de forme. Le feu a baissé. J'ai ajouté une autre bûche, regardant les flammes prendre, léchant le bois jusqu'à ce qu'il soit consumé. Ils rougissent. La chaleur est revenue dans la pièce, et je me suis penchée dans le fauteuil, la laissant m'envelopper. Sur la cheminée, la figurine d'ange a attrapé la lumière, son visage de porcelaine serein. Je me suis demandé si, Noël prochain, elle reviendrait peut-être, si elle se souviendrait de ce à quoi ressemblaient nos fêtes avant que de nouvelles traditions ne les évincent. Ou peut-être que je devrais accepter que certaines flammes ne sont pas destinées à être attisées pour toujours. J'ai repris la tasse, l'ai tenue fermement et j'ai bu une gorgée. Le thé refroidissait, mais il avait toujours le goût de la maison. C'est à la fin de janvier que le téléphone a sonné. Le genre d'après-midi d'hiver, où la neige
Dehors rend la lumière dans la maison encore plus faible. J'ai immédiatement reconnu le numéro de Jeanne. Elle appelait rarement pendant la journée, à moins que quelque chose ait de l'importance. « Marguerite », commença-t-elle, son ton déjà lourd. « Je dois te dire quelque chose, et ça ne va pas te plaire. » J'ai posé le panier à linge et j'ai pressé le téléphone plus près. « Vas-y, tu te souviens de ma collègue Diane, celle qui a pris sa retraite l'année dernière ? » Elle m'a appelé ce matin après avoir vu cette photo de Mélissa et Adrien sur Facebook. Il s'avère qu'Adrien est sorti avec une de ses collègues. Une femme différente, le même schéma. Il a agi vite, s'est rapproché de sa famille, puis a commencé à faire de petites suggestions sur l'argent et les biens immobiliers. Quand elle s'en est rendue compte, il était parti en une semaine. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Et Diane est sûre que c'est le même homme ? Positive. Elle s'est même souvenue de son deuxième prénom. Jeanne a fait une pause, sa voix s'adoucissant. « Marguerite, Teche n'est pas juste de la malchance. C'est ce qu'il fait. » Après avoir raccroché, je suis restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment. La tasse ébréchée chaude entre mes paumes. J'ai pensé à la distance soudaine de Mélissa, à la façon dont le regard d'Adrien s'était attardé sur la photo de la maison de la plage ce premier soir. J'ai décidé de commencer discrètement. J'ai appelé une des amies d'université de Mélissa, une femme nommée Claire, que j'avais rencontrée quelquefois à la maison de la plage pendant les étés. Nous avons discuté du travail, du temps, puis j'ai demandé si elle en savait beaucoup sur Adrien avant que Mélissa ne le rencontre. Il y a eu une pause assez longue pour que j'entende le bourdonnement de son réfrigérateur à travers la ligne. « Je ne connais pas tous les détails », a admis Claire, « mais je sais qu'il a été fiancé avant, 2 fois en fait. Teshlep, 2 se sont terminées soudainement. L'une d'elles, eh bien, sa famille a découvert quelque chose qu'elle n'aimait pas à propos de ses finances. Je l'ai remerciée, prenant soin de ne pas insister davantage, et j'ai mis fin à l'appel. Ma prochaine étape fut la bibliothèque municipale. Les vieilles habitudes de mes jours d'infirmière, lorsque vous deviez découvrir la vérité sur l'histoire d'un patient, sont revenues facilement. J'ai parcouru les archives des journaux locaux, mes doigts tapotant nerveusement sur le clavier. Il m'a fallu 3 visites, mais je l'ai trouvé. Un article datant de près de 20 ans sur un projet de développement immobilier raté sur la côte. Les noms ont sauté aux yeux. Robert Dubois, mon mari, et un partenaire nommé Guillaume Chartier. Le projet s'était effondré sous le poids de fonds manquants. Plus de 2 millions d'euros envolés. Robert n'en avait jamais parlé en détail, seulement que la perte l'avait presque ruiné et lui avait coûté des amitiés qu'il avait autrefois chéries. Mais il y avait un autre détail dans l'article. Guillaume Chartier était le grand-père maternel d'Adrien. J'ai fixé l'écran, le bourdonnement du système de chauffage de la bibliothèque soudainement forte à mes oreilles. J'ai fait défiler plus loin, affichant des articles de suivi. Chartier avait été accusé d'avoir détourné des fonds du projet vers des comptes privés, puis de les avoir déplacés à l'étranger avant de disparaître en Suisse. Aucune condamnation. Il était mort dans un accident de voiture avant la conclusion de l'enquête. L'argent n'avait jamais été retrouvé. Cette nuit-là, j'ai parcouru les vieux dossiers de Robert, dans le coffre en cèdre au pied de mon lit. Il sentait légèrement son après-rasage, bien que près de 15 ans se soient écoulés depuis son décès. Dans un dossier marqué « juridique », j'ai trouvé la correspondance de son avocat concernant l'effondrement du projet. Les notes de Robert dans les marges étaient brèves mais révélatrices. Chartier peu fiable. Fonds manquants liés à des comptes personnels. Aucune clôture. Je me suis
rassise sur le lit, les papiers étalés sur mes genoux. La vérité tacite a commencé à se former. Adrien n'était pas juste un opportuniste charmant qui avait trébuché dans la vie de Mélissa. Le nom de sa famille était lié à la pire trahison financière que mon mari ait jamais subie, et maintenant, toutes ces années plus tard, cette même famille tournait autour de la seule chose de valeur que je possédais encore, la maison de la plage. Je me suis demandé si Mélissa savait, si Adrien lui avait parlé de l'histoire de son grand-père, ou si, comme Robert toutes ces années auparavant, elle ne découvrirait la vérité que lorsque le mal serait fait. La pensée m'a serré la poitrine. Je n'avais jamais beaucoup parlé à Mélissa de ce chapitre de la vie de Robert. Elle était trop jeune, et j'avais voulu la protéger de la laideur de la trahison. Mais peut-être que ce silence l'avait rendue vulnérable à un homme qui la voyait comme un moyen de terminer un travail que son grand-père avait commencé. J'ai plié les papiers avec soin et je les ai posés à côté de la tasse sur ma table de chevet. La petite ébréchure de la tasse a attrapé la lumière de la lampe. Un rappel que même les choses les plus solides peuvent être marquées, mais qu'elles peuvent aussi endurer. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse. Je n'accuserai pas sans preuve et je ne pousserai pas Mélissa à un choix qu'elle n'était pas prête à faire. Mais je continuerai à chercher, à rassembler jusqu'à ce que la vérité soit indéniable. Parce que certains schémas ne sont pas des coïncidences, ce sont des héritages. Et je n'allais pas laisser ma fille devenir le prochain chapitre d'une histoire qui avait déjà coûté trop cher à cette famille. Les 2 semaines suivantes sont devenues un exercice silencieux de patience, le genre qui ressemble presque à du tricot. Chaque fil d'information devait être tiré doucement, examiné, puis mis à sa place. Je vaquais à mes occupations quotidiennes comme si de rien n'était. Faire les courses, ranger la maison, maintenir mes promenades matinales le long du rivage. Mais chaque moment libre était consacré à trouver la pièce suivante du puzzle. J'ai commencé par les archives publiques, parcourant les bases de données en ligne, les transferts de propriété et les dépôts d'entreprise. Le nom d'Adrien apparaissait plus d'une fois, souvent lié à des sociétés écrans qui se dissolvaient. Et en moins d'1 an, j'ai trouvé des privilèges bancaires qui avaient été discrètement levés, suggérant des dettes remboursées à partir de sources qui ne correspondaient pas à ses revenus déclarés. J'ai tout imprimé, chaque page glissant dans un dossier sur la table de la salle à manger. L'après-midi, je préparais du thé dans la tasse en porcelaine ébréchée, ma tasse porte-bonheur, et je la posais à côté de la pile de papier qui grandissait. C'est devenu une sorte de rituel. Verser l'eau bouillante, regarder la vapeur s'enrouler dans l'air et laisser la vérité infuser en même temps. La chaleur de la tasse dans mes mains me rappelait que certaines choses survivent au temps et au dommage. Elles nécessitent simplement du soin. Plus j'en trouvais, plus l'image devenait claire. Il y avait un schéma dans les agissements d'Adrien. Des relations avec des femmes qui avaient des actifs, des mixtions soudaines dans leurs finances, puis une disparition lorsque des questions commençaient à se poser. L'allusion de Claire à ces 2 fiançailles rompues s'est avérée vraie. J'ai retrouvé de brèves annonces dans les pages mondaines, les 2 se terminant sans explication. Dans un cas, la famille de la femme avait vendu une propriété de vacances quelques mois après la rupture. C'était comme assembler un puzzle sans l'image de la boîte. Juste la lente satisfaction de chaque pièce s'emboîtant. Chaque fois que je glissais un autre article imprimé ou un document juridique dans le dossier, j'imaginais un coin de l'image devenir plus net. Les contours se formaient maintenant, et je pouvais en voir assez pour comprendre que ce n'était pas une coïncidence ou de la malchance. C'était une méthode éprouvée, affinée au fil des ans. Un soir, alors que le vent battait contre les fenêtres,
J'ai étalé les documents sur la table de la salle à manger. La lampe projetait un cercle de lumière chaude sur les pages, laissant le reste de la pièce dans l'ombre. Au centre se trouvait la tasse de thé à moitié pleine, sa vapeur s'enroulant paresseusement vers le plafond. Je l'ai regardée et j'ai pensé. Faire infuser du thé n'est pas si différent de découvrir une vérité. On ajoute de la chaleur, on lui donne du temps. Et lentement, ce qui était caché se révèle au grand jour. Le lien avec son grand-père, Guillaume Chartier, me pesait toujours. Ce vol non résolu du projet de Robert n'était pas seulement une note de bas de page historique. C'était une blessure non cicatrisée. Maintenant, des décennies plus tard, Adrien était en position de s'emparer de ce qui restait, notre maison de la plage. Je pouvais presque sentir la présence de Robert dans la pièce, le poids de son silence dans ses vies. 2 dossiers, la façon dont il n'avait jamais pu récupérer ce qui lui avait été pris. Mais contrairement à Robert, j'avais l'avantage de la prévoyance et la constance qui vient d'années passées à écouter plus qu'à parler. Mon travail d'infirmière m'avait appris que la vérité se révèle souvent sans être forcée. Il n'est pas toujours nécessaire de confronter. Parfois, il suffit de se préparer pour que, le moment venu, les faits parlent d'eux-mêmes. J'ai alors décidé de ne pas aller voir Mélissa avec des accusations. Si je chargeais maintenant, Adrien déformerait mes paroles, sèmerait le doute, la ferait croire que j'étais jalouse ou surprotectrice. J'avais vu cela arriver à d'autres familles. Une fois le coin enfoncé, il était presque impossible de le retirer. Non, je laisserai la vérité frapper à sa porte d'elle-même, d'une manière qui ne pourrait être ni ignorée, ni expliquée. J'ai emblé les pages dans le dossier, lissant chacune d'elles en la plaçant à l'intérieur. La pile était maintenant substantielle. Un portrait en noir et blanc de l'homme que ma fille pensait connaître. J'ai glissé le dossier dans le coffre en cèdre, au pied de mon lit, à côté des vieux papiers de Robert, et j'ai posé la tasse dessus un instant, avant de la ramener à la cuisine. Debout à l'évier, rinçant la tasse, j'ai ressenti un calme étrange. Il y avait une puissance dans l'attente, dans le fait d'être prête. Adrien ne le savait pas, mais chaque mouvement qu'il faisait maintenant ne ferait que resserrer le cadre que je construisais autour de lui. Et quand l'image serait complète, Mélissa n'aurait pas à me croire sur parole. Elle le verrait exactement tel qu'il était. Pour l'instant, je garderai le silence. Le laisser penser que j'étais juste une mère vieillissante, contente d'envoyer des CA, de vœux et des SMS polis. Le laisser me sous-estimer. Après tout, plus le thé infuse, plus il devient fort. Et j'avais l'intention de servir cette vérité à la température exacte. L'appel est arrivé juste après le dîner, alors que la cuisine était encore chaude du four et que les dernières traces d'ail et de romarin flottaient dans l'air. J'ai immédiatement reconnu le numéro de Mélissa. Cela faisait des semaines que nous ne nous étions pas parlé, et quelque chose en moi espérait follement qu'elle appelait juste pour prendre des nouvelles, pour entendre ma voix. « Salut, maman. » Elle a commencé un peu trop joyeusement. « Adrien et moi pensions. Puisque tu n'utilises pas beaucoup la maison de la plage, peut-être qu'on pourrait y passer notre lune de miel. Juste une semaine, on en prendrait bien soin. » Ces mots ont atterri comme de petites pierres délibérées. Il n'y avait pas de « comme »,« ment »,« vas-tu » ou de « est-ce que ça te dérangerait ?» Juste la demande, formulée comme si c'était une conclusion acquise. J'ai dégluti lentement, laissant une pause remplir l'espace entre nous, hein? Bien sûr, ai-je dit, ma voix égale. Je m'assurerai que vous ayez la clé. Mélissa a expiré, le soulagement inondant son ton. Merci, maman. Ça compte beaucoup. On passera la semaine prochaine la chercher. Nous avons échangé quelques banalités avant de raccrocher,
Mais mon esprit avait déjà complètement changé de vitesse. Il ne s'agissait plus seulement de la maison de la plage. Il s'agissait de timing. Adrien voulait un accès. Et vite. Cela signifiait que son plan avançait. Et s'il pensait que je lui offrirais l'opportunité sans préparation, il n'avait pas été attentif. Je me suis assise à la table de la salle à manger, la même table qui avait été témoin d'innombrables anniversaires. Dit « Pute, réconciliation ». Le dossier de documents se trouvait dans le coffre en cèdre à l'étage, mais dans mon esprit, je pouvais voir chaque page, chaque titre, chaque copie certifiée conforme. Pendant des semaines, j'avais assemblé ce puzzle. Maintenant, il était temps de l'emballer. L'image m'est venue soudainement. Un cadeau? Pas une confrontation, pas une explosion de fureur au milieu de leur lune de miel, mais quelque chose qu'ils ouvriraient, selon leurs propres termes. Une boîte enveloppée dans un papier argenté, discrète, soigneusement nouée d'un ruban blanc. À l'intérieur, la vérité, documentée et indéniable. Le lendemain matin, j'ai sorti le dossier et j'ai commencé à trier son contenu. Chaque pièce à conviction a été dupliquée. Une copie pour mes propres archives, une pour eux. Registre de propriété, dépôt, d'entreprise, capture d'écran d'anciennes annonces de fiançailles, même, et les articles, découpés sur l'implication de son grand-père dans le projet raté de Robert. Je les ai placés par ordre chronologique, chaque feuille dans une pochette de protection. J'ai ajouté une lettre de motivation manuscrite de ma plus belle écriture. Mélissa, j'espère que tu liras ceci, avec le même soin que j'ai pris à le préparer. Tout ce qui se trouve à l'intérieur fait partie d'un tableau plus large. Certaines pièces feront mal, certaines pourront sembler être une trahison, mais tout est la vérité. Tu mérites de savoir qui tu as invité dans ta vie. À côté du paquet, j'ai placé le double de la clé de la maison de la plage, polie, brillante à la lumière. Son métal froid semblait presque symbolique. Une invitation, oui, mais une qui venait avec le poids du choix. Trouver la bonne boîte a demandé un certain effort. Je suis allée dans une petite papeterie en ville, un de ces endroits. Itsuki sent encore légèrement l'encre et le papier, pressé. La propriétaire, une femme de mon âge avec des rides de rire aussi profondes que les miennes, m'a aidé à choisir une boîte argentée, juste assez grande pour contenir les documents sans les plier. « Pour un cadeau de mariage ?» demanda-t-elle en souriant. « D'une certaine manière, » ai-je répondu. Cet après-midi-là, j'ai emballé la boîte avec soin. Le papier argenté lisse sous mes mains, le ruban net et droit. Quand ce fut terminé, l'ensemble avait l'air élégant, presque festif. Personne ne se douterait qu'à l'intérieur se trouvait quelque chose capable de mettre fin à un mariage, avant même qu'il n'ait vraiment commencé. Je l'ai placé sur le coin de mon bureau, où la lumière de la fenêtre pouvait l'attraper. Pendant un moment, je l'ai simplement regardé, sentant le mélange de tristesse et de résolution se resserrer dans ma poitrine. Ce n'était pas ainsi que j'avais jamais imaginé offrir un cadeau de mariage à ma fille. Mais d'un autre côté, je n'avais jamais imaginé qu'elle choisirait un homme comme Adrien. Cette nuit-là, en sirotant du thé et en regardant le clair de lune se répandre sur le sol, j'ai pensé à la façon dont la vérité, comme la marée, est inévitable. On peut essayer de la retenir, mais tôt ou tard, elle arrive, balayant tout ce qui a été construit sur du sable mouvant. Quand Mélissa viendrait chercher la clé, elle repartirait avec plus que ce qu'elle était venue chercher. Et quand elle ouvrirait cette boîte, que ce soit le premier jour de sa lune de miel ou le dernier, elle verrait enfin l'image que j'avais discrètement assemblée. Pendant tout ce temps, je n'étais pas sûre de ce qu'elle en ferait, mais je savais ceci. Une
Fois que vous avez vu le puzzle entier, vous ne pouvez plus jamais prétendre que vous ne savez pas ce qu'il montre. Le matin où j'ai livré le cadeau était un de ces jours de début de printemps où l'air est encore assez froid pour piquer les joues, mais la lumière du soleil vous fait croire que la chaleur est Piatiata, juste au coin de la rue. Je me suis réveillée avant l'aube, j'ai préparé une théière et je me suis assise quelques minutes dans le calme, les mains enroulées autour de la tasse. La boîte argentée était sur le comptoir de la cuisine, son ruban parfaitement noué, semblant presque innocente. Je l'ai chargée sur le siège passager, la nichant dans un sac en toile pour qu'elle ne glisse pas. Le trajet jusqu'à la maison de Mélissa et Adrien a duré un peu moins d'1 heure, serpentant à travers des étendues d'arbres nus et des quartiers endormis secouant encore l'hiver. Mes mains agrippaient lâchement le volant. Mon esprit, calme d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Quand je suis arrivée, dans leur allée, la maison semblait immobile, les rideaux tirés, aucun mouvement derrière, les fenêtres. J'ai coupé le moteur et j'ai écouté un instant. Même la rue était silencieuse. J'ai monté le chemin de pierre, mes chaussures crissant doucement sur l'herbe parsemée de givre, et j'ai posé la boîte juste à droite de leur porte d'entrée, là où le soleil du matin finirait par l'atteindre. J'ai reculé d'un pas, ajusté le ruban pour qu'il soit tourné vers l'avant, et je me suis permis de la regarder vraiment une dernière fois. La clé à l'intérieur était froide, lourde et sans équivoque. Les documents étaient en parfait ordre. Ce n'était pas juste un paquet, c'était l'aboutissement de semaines de travail silencieux. Chaque pièce choisie et placée avec un soin délibéré. Je n'ai pas frappé, je n'ai pas sonné. J'ai juste fait demi-tour et je suis retournée à la voiture. L'air froid me tirant des larmes qui n'avaient rien à voir avec la tristesse. En partant, la maison a disparu dans le rétroviseur. Et avec elle, toute tentation persistante de reprendre la boîte. L'appel est arrivé plus tard dans l'après-midi, juste au moment où les ombres dans mon salon commençaient à s'étirer, longues et fines, sur le sol. Le téléphone a vibré sur la table, le nom d'Adrien clignotant sur l'écran. Je l'ai laissé sonner, 2 fois avant de répondre. C'est quoi ce bordel? Sa voix était déjà un cri, éraillé sur les bords. Quelque part en arrière-plan, j'ai entendu la voix de Mélissa, aiguë, étranglée, le suppliant de se calmer. « Tu as laissé une boîte à notre porte », a-t-il continué, pleine de mensonges et de saloperies. Tu crois que tu peux juste... Je n'ai pas interrompu. Je n'en avais pas besoin. J'ai laissé le son de son indignation remplir l'espace entre nous. Il y a des années, je l'aurais peut-être affronté mot pour mot, répondant au volume par le volume, laissant la colère m'entraîner dans son sillage. Mais pas maintenant. Mélissa, j'ai entendu sa voix à nouveau, plus proche cette fois, puis le son de sanglots s'étouffer. Le bruit, en arrière-plan, m'a dit qu'elle avait les papiers entre les mains. Je pouvais l'imaginer les parcourir page par page, chacune étant une autre petite fissure dans l'histoire qu'Adrien, lui, avait racontée. Le ton d'Adrien a changé pour quelque chose de plus vif, de plus désespéré. Tu penses que ça va nous briser? Tu penses que... J'ai parlé alors, ma voix basse, posée, presque douce. S'il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à craindre. Silence. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Je pouvais presque entendre son esprit s'agiter, cherchant une réponse qui n'existe pas. « Aïe pas, tu ne sais pas de quoi tu parles », a-t-il dit, finalement, sa voix plus basse maintenant, mais pas plus calme. « Reste en dehors de nos vies. » La ligne a été coupée avant que je puisse répondre.
bien que je n'avais pas, l'intention d'en dire plus. J'ai posé le téléphone sur la table et je suis retournée à ma chaise. Près de la cheminée, le thé à côté de moi encore chaud. Dehors, la lumière s'estompait dans le doux bleu du soir. Et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle la vérité peut changer la température d'une pièce, même une où vous n'êtes pas. Je ne savais pas si Mélissa m'appellerait cette nuit-là, ou dans une semaine, ou jamais. Mais je savais qu'elle avait les informations maintenant, toutes. Et aucune quantité de cris ou de dénégation ne pouvait les effacer de ses mains. Le reste serait son choix à faire. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai ressenti aucune envie de vérifier mon téléphone, aucun besoin de répéter des conversations dans ma tête. La boîte était livrée. La vérité était en mouvement, et le silence qui a suivi, il n'était pas vide. C'était le son du lâcher-prise. 3 jours ont passé avant que je ne la voie. D'ici là, le temps était devenu humide, le genre qui colle à la peau et donne à l'air une légère odeur de terre mouillée. Je venais de finir de balayer le porche quand j'ai remarqué une silhouette assise sur mes marches d'entrée. Mélissa. Ses cheveux étaient emmêlés d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Des mèches rebelles s'échappant à cause de l'humidité. Ses yeux étaient gonflés, cerclés de rouge. Elle était assise, penchée en avant, les coudes sur les genoux, comme si elle n'était pas là, pas sûre d'avoir l'énergie de se tenir droite. Dans ses mains se trouvait la boîte argentée, le ruban disparu, le couvercle de travers. J'ai ouvert la moustiquaire lentement. Mélissa. Elle a levé les yeux vers moi et pendant un instant, elle n'a pas parlé, me fixant simplement, comme pour s'assurer que j'étais réelle. Puis elle a dit, sa voix basse mais perçant l'air gris, « Raconte-moi tout. » Il n'y avait aucune hostilité dans son ton, mais aucune douceur non. Plus, juste le poids de quelqu'un qui était arrivé au bout des interrogations et était prêt à savoir. Je me suis écartée. « Entre. » À l'intérieur, je l'ai conduite à la table de la cuisine. Le même endroit où j'avais passé des semaines à trier des papiers, à reconstituer l'histoire. J'ai fait du thé sans demander. 2 tasses, la mienne nature, la sienne avec une cuillère de miel, comme quand elle était plus jeune. Elle n'y a pas touché. Elle a posé la boîte sur la table entre nous. « J'ai tout lu, » dit-elle, la voix se brisant. « Mais j'ai besoin que tu me dises comment tu as trouvé tout ça. Pourquoi toi ?» Elle s'est interrompue, secouant la tête. « Commence juste par le début. » Alors j'ai commencé. J'ai plongé la main dans la boîte et j'ai sorti le premier dossier. Les bords en manille étaient doux à force d'être manipulés. L'encre des étiquettes sombres et précises. Je l'ai posé à plat devant elle et je l'ai ouvert à la première page. Tout a commencé par une conversation. Jeanne m'a dit qu'elle avait entendu parler d'Adrien par quelqu'un au travail. Comment il avait eu une relation avant toi, qui s'est terminée brusquement juste après certains problèmes financiers. Les doigts de Mélissa ont tracé le coin de la page, mais elle n'a pas interrompu. Je suis passée au dossier, suivant celui avec les coupures de presse agrafées. Ensuite, j'ai commencé à chercher. Vieux journaux, archives judiciaires publiques, quelques appels à D. et Jens qui connaissaient les associés de ton père. Son front s'est plissé. Tu penses qu'il... Je ne pense pas, ai-je dit doucement. J'ai suivi ce que je pouvais vérifier. J'ai fait glisser l'article vers elle. Le titre était brutal. Les mots « fonds manquants » et « enquête interne », inévitable. Ses yeux ont parcouru les lignes rapidement, ses lèvres se resserrant en formant des mots silencieux. Je pouvais la voir connecter les pièces, réorganiser des événements qu'elle pensait comprendre. Un par un, j'ai étalé les documents, des contrats,
avec des anomalies, une copie d'une déposition d'un ancien associé, des relevés bancaires, avec des dates qui correspondaient au retrait du compte de l'entreprise de son père, il y a des années. Mélissa s'est adossée à sa chaise, ses mains agrippant le bord de la table. « Ça ne peut pas !» a-t-elle balbutié. Son regard à là. « Ni des papiers à moi. C'est beaucoup. » ai-je dit. « Et ce n'est pas quelque chose que tu voulais trouver la semaine de tes fiançailles. Mais je n'ai pas apporté ça pour te faire du mal. Je l'ai apporté parce que tu mérites de savoir avec qui tu te maries. » Elle a de nouveau baissé les yeux sur la table, cette fois plus lentement, plus délibérément. Ses doigts ont tapoté contre un reçu, puis ont glissé vers la page suivante, ses yeux se plissant en pleine réflexion. Certaines de ces dates, elles correspondent au moment où Adrien disait qu'il voyageait pour le travail. J'ai hoché la tête. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Pendant un moment, le seul son était le doux bruissement du papier alors qu'elle tournait une autre page. Je ne l'ai pas pressée. Ce n'était pas le genre de vérité qu'on pouvait avaler d'un seul coup. Finalement, elle a appuyé ses paumes à plat sur la table et comme pour se recentrer. Alors, chaque fois que je pensais qu'il était distant, chaque fois qu'il balayait mes questions, c'était parce qu'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas que tu voies. Ai-je terminé pour elle. Les yeux de Mélissa ont rencontré les miens alors, et j'y ai vu un mélange de chagrin, d'incrédulité et d'une clarté dure et grandissante. Je pensais le connaître. J'ai pris mon thé, maintenant tiède, et j'ai soutenu son regard. Maintenant, c'est le cas. Elle s'est rassise, fermant doucement mais fermement le couvercle de la boîte, comme pour sceller quelque chose de toxique. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas haussé la voix. Elle a juste pris une longue inspiration, le genre qu'on prend avant de plonger dans l'eau froide, et a dit « J'ai besoin de réfléchir ». Et j'ai su que quoi qu'il advienne ensuite, ce n'était plus entre mes hâtes, my ness. Mélissa est revenue 2 soirs plus tard. Cette fois, il y avait une assurance dans sa démarche, comme si elle avait passé les dernières 48 heures à décider de ce qu'elle pouvait gérer et de ce qu'elle ne pouvait pas. Elle avait toujours l'air pâle, mais ses cheveux étaient brossés, son manteau boutonné jusqu'en haut, et ses yeux avaient cet éclat concentré de quelqu'un qui avait décidé d'affronter quelque chose de front. Je l'ai laissée entrer sans un mot. Nous sommes allés dans le salon, où la lumière de la lampe peignait les murs en ambre. La boîte de documents était sur la table basse, exactement là où elle l'avait laissée. Elle y a jeté un coup d'œil, mais ne s'est pas assise tout de suite. Au lieu de cela, elle a fait quelques pas, puis s'est tournée vers moi. « Tu as gardé tout ça ?» dit-elle, la voix tendue. « Toutes ces années, tu as conservé des dossiers, des coupures, des R et sus. C'était juste, au cas où. Ou est-ce que tu pensais que tu trouverais toujours une raison de les utiliser ?» Son ton n'était pas tout à fait accusateur, mais il avait le tranchant de quelqu'un qui teste les hauts du blâme. Je suis restée assise, les mains jointes sur mes genoux. « Mélissa, je n'ai pas collectionné ça pour le plaisir. J'ai commencé à chercher quand les choses ne collaient pas. Pas. Tu me connais. Je ne suis pas du genre à tirer des conclusions hâtives. » Elle s'est finalement assise sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux. C'est juste de voir tout. Ça étalait. Je n'arrête pas de penser aux conversations que j'ai eues avec lui, aux choses qu'il m'a dites, à la façon dont il me regardait. Sa voix s'est légèrement brisée et elle a pris une inspiration pour se calmer. C'est comme si je revoyais un film que je pensais comprendre. Et soudain, toutes les scènes signifient autre chose. J'ai hoché la tête, lentement, puis j'ai pris mon thé, sentant la céramique chaude contre mes paumes. Il y a
quelque chose que je veux te demander, Mélissa, et je veux que tu y réfléchisses vraiment avant de répondre. » Elle m'a regardée, lasse. « Quoi ?» Je me suis légèrement penchée, en avant, ma voix calme mais claire. « Si un jour tu découvrais que la personne que tu aimes n'est venue à toi que pour ton argent, lui pardonnerais-tu » La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Mélissa se sont agrandis d'une fraction. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, comme si les mots étaient là, mais refusaient d'être prononcés. Elle a jeté un coup d'œil vers le coin de la pièce où mon vieux caméscope était posé sur l'étagère. Sa petite lumière rouge de veille, clignotant faiblement. Je l'avais laissé là plus tôt, presque sans y penser. « Tu enregistres ça ?»« Dis, » émanda-t-elle, la voix basse. « Pas de visage » ai-je dit, d'un ton égal. Juste des voix, juste des mots. Parfois, il est plus facile d'entendre la vérité quand on peut la réécouter sans la chaleur du moment. Ses épaules se sont tendues et elle a de nouveau détourné le regard. Je ne sais pas si je peux répondre à ça. C'est le problème avec des questions comme celle-ci, ai-je dit doucement. Elles n'ont pas besoin d'une réponse immédiate, mais elles ont une façon de vous suivre jusqu'à ce que vous le fassiez. Mélissa s'est adossée, croisant les bras. Ce n'est pas la même chose. Tu demandes comme si c'était noir ou blanc, mais les relations ne sont pas si simples. Les gens font des erreurs. Il ne s'agit pas d'une erreur. Ai-je interrompu, mon ton toujours égal mais plus ferme maintenant. Il s'agit d'intention, de commencer quelque chose avec. Un mensonge si énorme qu'il devient le fondement de votre vie. Dis-moi, Mélissa, pardonnerais-tu cela? Sa mâchoire s'est crispée. Elle a fixé le tapis pendant un long moment, puis a secoué lentement la tête. Non, je ne pense pas que je pourrais. Le silence qui a suivi était lourd, et je l'ai laissé s'installer. Dehors, le vent pressait contre les vitres, les faisant vibrer doucement, comme pour nous rappeler que le monde continuait de tourner, peu importe ce qui se dénouait à l'intérieur de cette maison. Elle a finalement levé les yeux vers moi, ses yeux vitreux, mais son expression plus dure maintenant. « Es-tu en train de dire que c'est ce qu'Adrien a fait? Que tout entre nous n'était que... » Elle s'est interrompue comme si le dernier mot était trop amer pour être prononcé. Je n'ai pas répondu directement. Au lieu de cela, j'ai glissé la boîte de quelques centimètres vers elle. « Tu as lu Los Dos. Si tu as vu les dates, les retraits, les schémas. Tu connais ta propre réponse, mieux que je ne le pourrais jamais. » Son regard est retombé sur la boîte. Elle ne l'a pas prise, mais elle ne l'a pas repoussée non plus. « Je déteste que tu puisses avoir raison, » dit-elle finalement, presque dans un murmure. « C'est pour ça que je t'ai posé la question, » ai-je répondu. « Pas pour te faire du mal, mais parce que parfois, nous ne pouvons pas voir notre propre vérité avant de nous entendre la dire à voix haute. » Mélissa a brièvement fermé les yeux, puis les a rouvertes avec une sorte de résignation. « Tu sais, les gens vont avoir des opinions à ce sujet. Si je le quitte, il y aura des commérages. Il y a toujours des commérages, ai-je dit. Mais il y a une différence entre les ragots et vivre avec un mensonge. » Pendant un moment, elle est restée assise là, le tic-tac de l'horloge remplissant l'espace entre nous. Et j'ai su, qu'elle l'admette ce soir-là ou non, que la question continuerait de résonner dans son esprit longtemps après son départ. Le lendemain matin, j'ai sorti le carnet d'adresses en cuir usé du tiroir à côté de mon lit. Les bords étaient effilochés. L'encre sur certaines pages était passée. Mais un nom se détachait, aussi clairement que le jour où je l'avais écrit. Daniel Moreau, l'avocat en qui mon défunt
Marie avait eu confiance pendant près de 3 décennies. Je ne lui avais pas parlé depuis les funérailles de Robert. Mais je savais que Daniel n'était pas le genre d'homme à ignorer un appel de ma part. Quand il a répondu, sa voix était un mélange chaleureux de surprise et d'inquiétude. « Marguerite, ça fait bien trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas perdu de temps en bavardage. « Daniel, j'ai besoin de ton aide. Et j'ai besoin que cela reste confidentiel. » À midi, j'étais dans son bureau, assise en face du même bureau en lit, acajou où Robert avait autrefois signé nos testaments. L'endroit n'avait pas changé, toujours, bordé d'étagères du sol au plafond et dégageant une légère odeur de vieux papier et de cuir. J'ai étalé les documents qu'Adrien n'avait pas encore vus, ceux que je n'avais pas mis dans la boîte cadeau de Mélissa. Des relevés financiers, des virements bancaires, des captures, d'écrans de registres de propriété. Ceci, ai-je dit en tapotant une feuille particulière, et là, un compte bancaire dont il n'a jamais parlé à Mélissa. Et ceci, j'ai montré 2 impressions, sont des retraits d'un compte lié à l'un des anciens associés de Robert, un compte signalé il y a des années pour activité irrégulière. De l'argent qui a disparu avant, même le décès de Robert. Daniel a ajusté ses lunettes, se penchant. « Ah, et vous êtes certaine qu'Adrien est celui qui effectue ces transferts? Chaque date correspond à ses voyages, à ses soi-disant dépenses professionnelles. J'ai vérifié 2 fois. Il s'est adossé, expirant lentement. Marguerite, ce n'est pas juste une affaire de famille. C'est criminel si cette piste se confirme. Il blanchit des fonds volés. » J'ai rencontré son regard. « C'est pour ça que je suis venue vous voir. Je veux faire ça de la bonne manière. Pas de dispute à grands cris, pas de menaces en l'air. Je veux que la loi frappe à sa porte. » Daniel a hoché la tête, ouvrant déjà un bloc-notes juridique. « Nous devrons faire appel aux bonnes personnes. La brigade financière, peut-être même la police judiciaire, si les montants sont assez élevés. Mais d'abord, nous devons construire une chaîne de preuves irréfutable. Si nous agissons trop tôt, il pourrait brouiller les pistes. Le plan a pris forme au cours de l'heure suivante. Daniel contacterait un contact au sein du bureau d'enquête de l'État, quelqu'un qui lui devait une faveur. Je fournirais chaque bribe de documentation que j'avais. Copie papier, sauvegarde numérique, même les notes manuscrites que j'avais prises, dans les marges de vieux relevés. « Et Marguerite ?» ajouta Daniel, son stylo s'arrêtant sur la page. « Nous aurons besoin d'un événement déclencheur. Quelque chose pour le faire. Bouger de l'argent, quelque chose de traçable pour que les enquêteurs puissent le prendre en flagrant délit. » J'ai réfléchi un instant, puis je me suis souvenu de la demande de Mélissa pour les clés de la maison de la plage. Et si je lui laissais croire qu'une manne financière est en route, quelque chose lié à une propriété ou à un héritage, s'il croit qu'il doit déplacer des fonds rapidement pour la sécurité, il pourrait utiliser ce même compte, caché. Les yeux de Daniel se sont plissés en pleine réflexion. Puis il a souri faiblement. Ça pourrait marcher. Mais il faudrait le présenter juste comme il faut. Assez pour le tenter, pas assez pour l'effrayer. Nous nous sommes mis d'accord sur les prochaines étapes. Je rédigerai une lettre, soi-disant d'un ancien gestionnaire de patrimoine, faisant allusion à un versement nécessitant une liquidité temporaire. Le contact de Daniel mettrait en place une surveillance sur le compte suspect. Au moment où Adrien initierait un transfert, le système le saute signalerait. En sortant du bureau de Daniel, j'ai ressenti les premiers frémissements de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le contrôle, pas seulement sur ma propre vie, mais sur l'issue de ce gâchis. De retour à la maison, je me suis préparé une tasse de thé
La vapeur s'élève, vent en volute comme une lente expiration. Sur la table de la cuisine, j'ai de nouveau étalé mes dossiers. Cette fois en piles bien ordonnées, étiquetées. Actifs, transferts, relevés, notes personnelles. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de s'assurer que le genre de manipulation d'Adrien ne trouverait pas une autre cible. Mélissa pourrait décider par elle-même de rester ou de partir. Mais elle déciderait avec la vérité mise, à nu, pas un conte de fées qu'Adrien lui avait vendu. Cette nuit-là, j'ai tapé la lettre dont Daniel et moi avions discuté, l'imprimant sur un papier crème épais qui avait l'air convenablement officiel. Les mots étaient assez vagues pour passer un examen superficiel, mais pour quelqu'un comme Adrien, avide d'un accès rapide à la richesse, il se lirait comme un feu vert. Je l'ai scellé dans une enveloppe, pressant le rabat avec une main, ferme, en L, et faisant j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas nerveuse. Pour la première fois depuis longtemps, mon rythme cardiaque était calme, ma respiration régulière. Adrien pensait avoir construit un château de cartes sur un sol solide. D'ici la fin de cette histoire, la loi retirerait elle-même la carte du bas et je n'aurais pas à lever le petit doigt. Juste à regarder tout s'effondrer. 3 jours après l'envoi de la lettre, Mélissa m'a envoyé un SMS depuis sa voiture sur le parking du supermarché. Il a mordu à l'hameçon. J'enverrai le message que tu as suggéré. Ce soir, nous avions convenu que l'appât viendrait d'elle, pas de moi. Adrien croyait toujours qu'elle oscillait entre la loyauté envers lui et une confiance prudente en moi. Et cette illusion était notre arme la plus puissante. À 19h13, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, une capture d'écran de son SMS à lui. « Hé, maman a parlé de nous aider avec la rénovation de la maison. » Elle a laissé entendre qu'elle pourrait débloquer certains des investissements de son défunt mari. Elle a dit qu'elle en parlerait plus si tu venais en temps. Personne. C'était assez désinvolte pour paraître non planifié, mais chaque mot avait été conçu pour appuyer sur les boutons d'Adrien. L'argent, l'opportunité et l'idée que c'était déjà en mouvement. Il était de retour en ville, moins de 24 heures plus tard. Mélissa m'a dit qu'elle l'occuperait pendant un certain temps, puis se souviendrait de m'inviter pour un café, afin que nous puissions tous en parler. C'était bien sûr un piège, bien qu'il ne sût pas que le 3e invité à la table serait silencieux. Le dispositif d'enregistrement dans la poche de mon gilet. Quand j'ai ouvert la porte, Adrien portait sa meilleure imitation de sincérité. Ses cheveux étaient soigneusement dépeignés. Le col de sa chemise était pressé un peu trop vivement, comme s'il s'était habillé pour un entretien d'embauche. Son sourire était chaleureux, mais il n'atteignait pas ses yeux. « Marguerite, commença-t-il, son ton bas et contrit, je vous dois des excuses. » Je lui ai fait signe de s'approcher de la table de la cuisine, notant comment il balayait la pièce du regard comme un homme cherchant des pièges. « Vraiment ?» ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Mélissa s'est glissée sur le siège à côté de lui, plaçant une tasse de café devant chacun de nous. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux restaient fermes. Elle connaissait son rôle. « J'ai été sous beaucoup de pression, » a continué Adrien. « Le travail, la famille. J'ai laissé ça me submerger. J'ai dit des choses que je ne pensais pas et je ne vous ai pas traité comme la mère de Mélissa devrait être traitée. Un microsignal est apparu ici. Sa formulation était trop polie, comme si elle était répétée. Le vrai remords trébuche généralement sur ses propres mots. J'ai siroté mon café, lui laissant de l'espace pour continuer à parler. Je pense que nous pouvons mettre le passé derrière nous. Repartir à zéro.
Il a pris la main de Mélissa, la serrant, surtout avec cette rénovation de maison. Nous pouvons tous être sur la même longueur d'onde maintenant. Mélissa a hoché la tête faiblement, mais j'ai surpris une lueur dans son regard. Elle l'avait remarqué aussi. Il glissait la conversation sur l'argent dans le discours de pardon. J'ai laissé un temps de silence, puis j'ai demandé « Alors, de quoi aurais-tu besoin exactement pour repartir à zéro, Adrien ?» Il s'est adossé, feignant la désinvolture. « Juste de la liquidité, vous savez. Déplacer les choses pour que nous puissions obtenir un meilleur taux hypothécaire. Je peux m'occuper de toute la paperasse, si vous voulez, pour vous faciliter la tâche. » Voilà le deuxième signal. Ces excuses précédentes visaient à recoller les morceaux. Maintenant, c'était une réunion logistique sur l'accès au fond. Mélissa s'est agitée sur sa chaise, sa mâchoire se crispant. « Nous n'avons même pas parlé du genre d'endroit que nous voudrions, » dit-elle, légèrement, le testant. « Oh, nous n'avons pas besoin de compliquer les choses, » a-t-il répondu, agitant une main dédaigneuse. « Une fois que les fonds seront prêts, je m'occuperai du reste. Vous me remercierez plus tard. » J'ai baissé les yeux sur ma tasse, remuant le reste du café. « C'est drôle, » ai-je murmuré. Robert disait toujours que les meilleurs investissements étaient ceux que l'on pouvait expliquer en une seule phrase. S'il faut plus de mots, il ne faut probablement pas y toucher. Adrien a ri, trop vite, trop fort, et a contré. Eh bien, les temps changent. Il faut être plus créatif de nos jours. Un autre signal. Créatif. Dans la bouche d'Adrien, cela signifiait tordre les règles jusqu'à ce qu'elles se brisant. Nous avons passé encore 20 minutes à tourner autour du sujet. De temps en temps, il laissait tomber un détail contradictoire, affirmant d'abord que son travail était solide, puis admettant qu'il était entre deux contrats, insistant sur le fait qu'il ne toucherait jamais à l'argent de la famille, puis proposant des transferts temporaires pour couvrir les dépenses. Mélissa a gardé son sang-froid, mais je pouvais sentir la tension dans son immobilité. Elle reliait les points en temps réel, entendant les lacunes de son histoire comme je l'avais fait des mois plus tôt. Finalement, Adrien s'est levé, brossant un duvet imaginaire de ça. « Ma hanche, je vais préparer quelques idées. Je vous les enverrai, sans précipitation, bien sûr. » J'ai souri faiblement, le genre de sourire qui n'offrait rien. Bien sûr, sans précipitation. Alors que la porte se fermait derrière lui, Mélissa a expiré bruyamment, comme si elle avait retenu sa respiration depuis son arrivée. « Maman !» dit-elle doucement. « Il ment surtout. » J'ai tendu la main sur la table, prenant la sienne, non pas comme un appât cette fois, mais comme une encre. « Alors il est temps, » ai-je dit, ma voix posée, « de laisser la vérité parler. » Dans ma poche, la petite lumière rouge de l'enregistreur a clignoté une fois avant de s'éteindre. Chaque signal, chaque lapsus, chaque contradiction était maintenant préservé. Pas seulement dans mon esprit, mais dans un fichier qu'il serait difficile de contester lorsque les bonnes personnes appuieraient sur lecture. C'est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. 2 jours après notre conversation autour d'un café, Mélissa a envoyé à Adrien un SMS désinvolte pour lui proposer de passer, finaliser leur plan de rénovation de la maison. Elle m'a mis en copie sur l'heure, 15 heures, et a laissé le reste aux personnes qui le cernaient discrètement depuis des semaines. Je suis arrivée 10 minutes en avance, non pas pour participer à la conversation, mais pour être présente. J'avais apporté un thermos de thé Earl Grey, versé dans ma tasse en porcelaine, préférée, et je me suis installée au coin de la table de la salle à manger de Mélissa, pour
Quiconque regardait de l'extérieur, j'étais simplement une mère vieillissante, savourant son thé pendant que sa fille et son gendre parlaient d'immobilier. Adrien est entré à 15 heures, précise, avec le même air poli qu'auparavant, mais avec une pointe d'excitation qui, où elle est née, pouvait cacher. Il m'a à peine salué avant de se lancer dans son argumentaire. À quelle vitesse nous pouvions réallouer les fonds, avec quelle fluidité il pouvait gérer les transactions sans me déranger avec la paperasse. Mélissa a hoché la tête et a posé les questions suggestives que nous avions répétées. Et si maman ne veut pas mêler son argent à ça, que ferais-tu alors? Il a ri, se penchant en arrière comme si la question était ridicule. Bien sûr qu'elle le voudra. C'est pour ça que je t'ai épousée. Il a fait une pause, affichant un sourire narquois comme si c'était une blague privée. Pas seulement pour l'amour, tu sais. Nous construisons un avenir ici. Et ces ressources, elles rendent cela possible. Les mots étaient à peine sortis de sa bouche que la porte d'entrée s'est ouverte, brusquement. Des agents de la police judiciaire. L'air a changé en un instant. 2 hommes, en blouson avec l'inscription « Police judiciaire », en lettres jaunes bien visibles sont entrés, suivis d'une femme tenant un dossier épais. Adrien s'est figé, son sourire narquois se transformant en quelque chose de flasque et sans couleur. Adrien Legrand a dit l'un, 2 sèchement. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Les menottes ont cliqué autour de ses poignets, avec une certitude métallique, le son ponctuant le moment comme un coup de marteau. Mélissa s'est assise en arrière, les yeux écarquillés, mais stable. Elle m'a jeté un regard, non pas pour chercher des conseils, mais pour confirmer ce qu'elle savait déjà. C'était la fin de son petit empire. Adrien s'est tourné vers moi. Puis son visage s'est tordu d'incrédulité. Tu m'as piégé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai posé délicatement ma tasse sur sa soucoupe. La porcelaine a produit un cliquetis doux et décisif. Dans ce petit son, il y avait tout. Les mois d'observation silencieuse, la lente collecte de fils, la patience de les laisser se nouer eux-mêmes autour de lui. L'agent principal a lu ses droits, à Adrien pendant qu'un autre commençait à énumérer les preuves. Des virements bancaires liés à des comptes écrans. Des avoirs à l'étranger liés à un partenariat dissous de l'ancienne société de mon défunt mari. Des enregistrements de communication où Adrien décrivait sa stratégie pour se marier afin d'obtenir une sécurité financière. Il a bafouillé, essayant de nier. Mais chaque protestation était engloutie par un autre fait, un autre document, un autre horodatage. L'affaire contre lui n'était plus une toile. C'était un mur, solide et inébranlable. Les mains de Mélissa étaient jointes fermement, ment sur ses genoux, ses épaules tendues, mais son menton haut. Elle n'a plus regardé Adrien après que l'agent a commencé à le guider vers la porte. Quand ils sont sortis, j'ai aperçu les enfants du quartier, interrompus en plein jeu sur le trottoir, leurs ballons de basket posés contre le bord. Les yeux d'Adrien ont parcouru les environs comme s'il cherchait un coin pour disparaître, mais il n'y avait nulle part où aller. La dernière chose que j'ai vue avant que la porte ne se referme était l'éclat des menottes dans la lumière de l'après-midi. Un renversement si complet qu'il semblait presque irréel. À l'intérieur, le silence était épais. Le premier souffle de Mélissa est sorti tremblant. Je ne sais pas si je devrais te remercier ou te détester de ne pas me l'avoir dit plus tôt. J'ai rencontré son regard, le mien stable. Je ne voulais pas que tu l'entendes de moi. Je voulais que tu l'entendes de lui.
Elle a baissé les yeux, le combat s'évanouissant en elle. Eh bien, je l'ai entendu. Je me suis levée, rassemblant ma tasse et ma soucoupe. Le thé était maintenant tiède, mais j'ai pris une dernière gorgée avant de me diriger vers la cuisine. Dehors, le bruit des portières de voitures et le vrombissement lointain des moteurs se sont estompés. Pour la première fois depuis des mois, la maison semblait calme. Pas vide, juste calme. Le genre de calme qui suit après que quelque chose de faux a été balayé. J'ai rincé la tasse, les séché avec soin et les remis à sa place dans le placard. Parfois, il n'est pas nécessaire de crier pour que la justice arrive. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est de la patience et savoir quand poser la tasse. Le palais de justice sentait légèrement le bois verni et le papier, un étrange mélange de permanence et de fragilité. J'étais à 6 au 2e rang, les mains sagement croisées sur mes genoux, tandis que le murmure des voix emplissait la salle comme le bourdonnement sourd d'un orage qui approche. Mélissa était déjà à l'avant, debout à côté du procureur. Elle paraissait plus petite que d'habitude, sous le poids de l'environnement, mais il y avait une fermeté dans sa posture qui n'était pas là il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle n'était pas la femme d'Adrien. Elle était un témoin. L'huissier a appelé le tribunal à l'ordre, et le juge est entré. Un homme grand aux cheveux d'argent et aux yeux qui ne manquaient rien. Adrien a été amené, flanqué de 2 adjoints. Il portait un simple costume gris au lieu de ses blazers sur mesure. Mais l'arrogance s'accrochait à lui comme une seconde peau. Il m'a jeté un regard une fois, un sourire narquois se dessinant comme pour dire que tout cela n'était qu'un malentendu dont il se sortirait en parlant. Il n'a pas remarqué Jeanne, 3 sièges à ma gauche. Elle était assise le dos droit, ses mains reposant légèrement sur son sac à main, ses yeux fixés sur l'avant. Quand elle a croisé mon regard, elle a fait le plus petit des hochements de tête, une reconnaissance silencieuse que nous étions toutes les deux arrivées à la même conclusion à son sujet, mais par des chemins différents. Le procureur a commencé avec Mélissa. « Madame Legrand, pouvez-vous décrire quand vous avez pris conscience pour la première fois d'irrégularités financières impliquant votre mari ?» La voix de Mélissa était calme, délibérée. Elle a raconté les petites choses, les retraits en espèces avec des explications vagues, les documents qu'elle n'avait pas le droit de voir, les voyages d'affaires soudains. Puis elle a parlé de la boîte que je lui avais donnée, des dossiers à l'intérieur de la nuit où elle s'était assise à ma table de cuisine, traçant chaque ligne de chiffres. L'avocat d'Adrien a essayé de la déstabiliser, lançant des mots comme « conflits familiaux » et « mabayais émotionnels ». Mais Mélissa n'a pas bronché. « Il ne s'agit pas de biais », a-t-elle dit, sa voix portant dans le silence. « Il s'agit de vérité, et je n'ai aucun intérêt à protéger un mensonge. » Puis sont venus les autres témoins. 2 femmes que je n'avais jamais rencontrées avant ce matin-là. L'une avait été fiancée à Adrien il y a 5 ans. L'autre avait travaillé à ses côtés dans une petite société d'investissement avant la mort de mon mari. Leurs histoires étaient inconfortablement familières. Le charme, la romance éclair ou l'amitié, l'implication soudaine dans des opportunités communes et l'inévitable disparition lorsque des questions se posaient. Les 2 femmes avaient perdu non seulement de l'argent, mais aussi leur confiance dans les gens, dans leur propre jugement. Les écouter était comme entendre les échos de la même chanson chantée dans des tonalités différentes. Il m'est alors venu à l'esprit que mon rôle n'avait pas été unique, juste le dernier couplet d'un schéma qui aurait pu continuer indéfiniment si quelqu'un n'avait pas coupé la musique. Pendant une suspension d'audience,
Je suis sortie dans le couloir pour prendre l'air. La lumière des hautes fenêtres tombait sur le sol en marbre, formant des flaques d'or doux. Jeanne est venue se tenir à côté de moi. « Tu sais, » dit-elle doucement, « la première fois que je l'ai vue avec Mélissa, j'ai pensé, il la manipule. Je n'avais juste pas la preuve. Tu m'as donné le fil, ai-je répondu. Je n'ai fait que le tirer. Elle a eu un petit rire, pas méchant. Eh, bien, tu l'as bien tiré. Puis, plus doucement. Elle a de la chance que tu sois sa mère. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience, c'était au tour de la défense de présenter son cas. Adrien a pris la barre. Il a tenté la vieille performance, ton humble, expression regrettable. Mais cela sonnait creux. Chaque mot soigneusement choisi se heurtait au mur solide de preuves que le procureur avait construit. Chaque déni était contré par une date, une signature, un virement bancaire qui racontait une histoire différente. Je l'ai regardé chercher dans la salle, espérant peut-être trouver ne serait-ce qu'un visage sympathique. Mais Mélissa regardait droit devant elle. Les regards des autres femmes étaient froids, et les yeux de Jeanne étaient fixés sur lui, comme une épingle tenant un insecte en place. Au moment où le juge a appelé aux plaidoiries finales, l'atmosphère avait changé. Il ne s'agissait plus de savoir s'il était coupable. Il s'agissait de savoir combien de temps il faudrait pour que le marteau le confirme. Le procureur a terminé simplement. « Monsieur le juge, ce n'est pas seulement une affaire de délinquance financière. C'est une affaire d'exploitation délibérée, de la confiance, de l'amour et de la croyance que les gens détourneront le regard. Lorsque la trahison porte un visage charmant, lorsque le tribunal a levé la séance pour la journée, nous sommes sortis lentement. Dans le couloir, Mélissa est venue se tenir à côté de moi. Elle n'a pas parlé au début, a juste laissé échapper un long soupir. « Tu avais raison », a-t-elle finalement dit. « Certaines vérités, il faut les voir par soi-même. » J'ai touché légèrement sa main. Et maintenant, c'est le cas. Alors que nous marchions vers la sortie, j'ai croisé le regard de Jeanne une dernière fois. Elle m'a fait ce même petit hochement de tête. Et je le lui ai rendu. Pas besoin de mots. Le travail était fait. L'audience de détermination de la peine était plus calme que le procès. Pas d'équipe de télévision, pas de rangée d'inconnus. Juste les personnes qui étaient là depuis le début, portant le poids des derniers mois. Adrien se tenait à la table des accusés, les poignets démenottés pour la formalité de la procédure. Mais les adjointes à ses côtés rendaient les limites claires. Il semblait plus petit en quelque sorte, comme si les interminables mois de bataille juridique avaient érodé les arêtes vives de son assurance. Pourtant, ses yeux parcoururent la pièce, cherchant quelque chose. De la pitié peut-être. Il n'en a pas trouvé. Le juge a lu les chefs d'accusation et le verdict. Pour les crimes d'escroquerie en bande, organisés, de détournement de fonds et de tromperie délibérée, à des fins de gain. Personnel, le tribunal vous condamne à 12 ans de prison ferme. Une pause, puis la décision secondaire. Restitution d'un montant de 640 000 € payable aux victimes. Désigné. Il n'y a pas eu de halètement dramatique, pas d'effondrement en sanglots. La mâchoire d'Adrien s'est crispée, son regard fixé sur un point lointain, au-delà du banc des juges. Le coup de marteau a été sec et final, résonnant contre les murs lambrissés comme la fermeture d'une porte qui ne s'ouvrirait plus. Mélissa était assise dans la rangée devant, moi, le dos droit, le menton levé. Elle ne s'est pas retournée pour regarder Adrien. Pas une seule fois. Jeanne était à côté d'elle, les mains croisées, son expression indéchiffrable. J'ai pensé à l'étrange symétrie de la chose. Comment deux femmes qui avaient été des
étrangère, liée seulement par le soupçon, était maintenant liée par la connaissance partagée de qui il était vraiment. Alors que la salle d'audience se vidait, Mélissa est restée, sur son siège. J'ai attendu, lui laissant de l'espace. Finalement, elle s'est levée et s'est dirigée vers moi. Il n'y avait aucune trace de la voix larmoyante et frénétique que j'avais entendue au téléphone des mois auparavant. Au lieu de cela, son ton était calme, presque réfléchi. « Tu te souviens de cette nuit ?» dit-elle. « Quand tu as fait du thé et que je me suis assise à ta table avec tous ces papiers étalés. » J'ai hoché la tête. « Tu m'as dit, a-t-elle, continuez, certaines traditions vous tiennent chaud. À l'époque, je pensais que tu parlais de la famille. » Elle a eu un petit sourire doux amer. « Maintenant, je crois que je comprends. Certaines traditions vous tiennent effectivement chaud, et d'autres, il faut les reconstruire soi-même. » Les mots se sont installés dans l'espace entre nous, non pas comme une bile, et sûre, mais comme une vérité tranquille. Dehors, l'air était vif, la lumière, d'hiver pâle mais stable. Nous avons descendu ensemble les marches du palais de justice, le son de nos talons sur la pierre, rythmé et rassurant. Jeanne nous a rejointes au bas des Satimidia, escalier. « Il n'aura plus l'occasion de recommencer, » dit-elle simplement. « Non, » ai-je répondu. Mais plus que ça, Mélissa ne lui en donnera pas l'occasion. Mélissa m'a jeté un coup d'œil. Et pendant un instant, j'ai vu non pas la douleur ou la trahison, mais les débuts de quelque chose de plus fort. Ce n'était pas exactement de la défiance. C'était une sorte de maîtrise de soi, une compréhension que sa vie à partir de maintenant était à elle de la façonner. Nous nous sommes séparés sur le trottoir. Jeanne et moi avons échangé un dernier regard, la reconnaissance tacite que la boucle était bouclée. Elle avait été l'étincelle, et j'avais été la main qui avait tiré le fil. Et Mélissa avait franchi la porte ouverte par elle-même. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai mis la bouilloire en marche, la même théière, la même tasse ébréchée que j'avais utilisée cette nuit-là. La vapeur montait en spirale paresseuse, et j'ai pensé aux traditions. Comment certaines sont héritées, d'autres sont sauvées, et d'autres sont entièrement nouvelles. La voix de Mélissa résonnait dans mon esprit. Et d'autres, il faut les reconstruire soi-même. Il m'est venu à l'esprit que c'était peut-être ça, le véritable héritage que nous nous transmettons les uns aux autres, non pas des objets, non, pas de l'argent, mais la permission de prendre ce qui est bon, de laisser ce qui est nuisible, et de recommencer sans excuse. J'ai porté mon thé à la fenêtre, et j'ai regardé le soleil pâle descendre plus bas, colorant les bords des nuages en or. La maison était silencieuse, mais pas vide, plus maintenant. La maison de la plage respirait différemment à la fin de l'automne. L'odeur piquante du sel était plus douce, les vagues roulant avec un rythme plus lent, comme si même l'océan avait décidé de se reposer après le long été. Les planches du porche craquaient sous le poids de 2 chaises, côte à côte, face à l'horizon. Mélissa et moi étions assises là, chacune tenant une tasse de thé en porcelaine. L'air était assez frais pour que la vapeur s'enroule, épaisse et visible, tourbillonnant vers le haut, avant de disparaître dans la lumière déclinante. Le service était le même que j'utilisais depuis des années. Blanc avec une délicate vigne bleue encerclant le bord, à l'exception de la tasse entre les mains de Mélissa. Celle-là était nouvelle. Elle l'avait trouvée dans une petite boutique en ville et avait dit qu'elle avait d'être à sa place. C'était le cas. Elle a posé la tasse sur son genou un instant, traçant l'anse avec son pouce. « Je voulais que tu en aies une qui soit à toi. »
dit-elle doucement. Pas parce que tu avais besoin d'une autre tasse, mais parce que, eh bien, certaines choses méritent un nouveau départ. J'ai souri, laissant la chaleur du thé s'infiltrer dans mes mains. Le vent jouait avec une mèche de ses cheveux. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une douceur sur son visage. Pas la fragilité de quelqu'un qui se retient, mais la stabilité de quelqu'un qui a commencé à faire à nouveau confiance au sol sous ses pieds. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Le silence n'était pas lourd. Il était confortable. Le genre de calme qui se mérite, comme une couverture partagée par une journée froide. Le soleil avait commencé sa lente descente, projetant une nappe d'or et de ose sur l'eau. Quelques mouettes dérivaient paresseusement au-dessus, leurs cris lointains, sans hâte. Mélissa a pris une gorgée et s'est adossée à sa chaise. « C'est étrange, dit-elle, finalement. Je pensais que cet endroit me rappellerait toujours lui, les mensonges. » Elle a regardé autour d'elle les balustrades usées, le romarin en pot s'accrochant encore au verre, malgré la saison. Mais ce n'est pas le cas. Plus maintenant. Je comprenais. La maison n'avait pas changé. Nous, si. De la cuisine. Le léger cliquetis de la bouilloire se posant sur la cuisinière nous est parvenu, porté par la porte ouverte. J'ai pensé à tous les après-midi que j'avais passé ici ou seul, une tasse à la main, me demandant comment tout s'était effondré si rapidement. Et maintenant, nous étions là, deux femmes qui avaient survécu à la même tempête, assises dans le calme qui suivait. Les yeux de Mélissa ont suivi un bateau de pêche retournant vers le port. « Je n'arrête pas de penser aux traditions, » dit-elle. « Pas celles qu'on vous transmet, mais celles que vous créez vous-même. » Elle m'a regardée, son expression ouverte, presque timide. « Tu penses qu'on pourrait en commencer ? Juste les nôtres. » J'ai laissé la question s'installer entre nous, goûtant son poids. Puis j'ai hoché la tête. « Oui, » ai-je dit simplement. « Nous le pouvons. » Un coquillage solitaire a cliqueté contre le porche alors que la marée changeait en dessous, et l'odeur de la mer s'est approfondie, se mêlant au léger parfum des feuilles de thé. La lumière tombait plus vite, maintenant, s'assombrissant dans cette teinte intermédiaire où le monde semble brièvement suspendu. Mélissa a levé sa tasse dans un toast silencieux. J'ai fait de même, et pendant un instant, nous avons soutenu le regard l'une de l'autre avant de boire. Pas de mots, pas de promesses, juste la compréhension partagée que le pire était derrière nous et que le reste était à nous de le construire. Un petit sourire a tiré ses lèvres alors qu'elle posait sa tasse. « L'été prochain » commença-t-elle, ses yeux balayant les chevrons du porche. « Peut-être qu'on remettra les guirlandes lumineuses. » J'ai levé les yeux vers les crochets vides, où elles avaient l'habitude de pendre, me souvenant de la douce lueur qu'elles projetaient les soirs chauds, de la façon dont elles faisaient vibrer l'air de quelque chose d'innommable. Et j'ai pensé, oui, l'été prochain peut être bien.